Je m'appelle Laure. Debout sur cette scène avec 600 paires d'yeux fixés sur moi, je sens encore le poids du passé. Il y a quelques semaines à peine, j'étais l'invisible à la table du réveillon de Noël, celle que ma famille ignorait totalement. Mais aujourd'hui, je suis ici pour recevoir le prix de l'entrepreneur de l'année Île-de-France, un moment que j'ai attendu toute ma vie. Laissez-moi vous ramener à ce réveillon de Noël décisif. J'ai pris la route depuis mon modeste studio de Nantes pour me rendre chez mes parents à Neuilly-sur-Seine. J'étais vêtue d'un simple jean et d'un pull uni, rien qui ne puisse attirer l'attention. En arrivant dans l'allée, je me suis garée tout au bout, comme d'habitude. Les meilleures places étaient toujours réservées à ma sœur, Camille, et à son mari, Hugo. Camille est une chirurgienne cardiaque de renom et Hugo est un avocat d'affaires très influent. Ils vivent dans un hôtel particulier à Versailles avec une vue imprenable. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la maison résonnait déjà de rires et de bavardages. J'ai trouvé ma mère, Marie-Claire, dans la cuisine. C'était une ancienne rédactrice de mode, une femme qui a toujours accordé une importance démesurée aux apparences. « Oh, Laure, tu es enfin là, peux-tu m'aider avec les toasts au caviar, ce n'est pas tout à fait bien présenté » a-t-elle dit, levant à peine les yeux. Il n'y a eu ni accueil chaleureux, ni embrassade, juste une tâche à accomplir. La liste des invités cette année-là comptait 14 personnes. En plus de mes parents, de Camille et de Hugo, il y avait les 2 enfants de Camille, Léa et Théo, ma tante Solange, la sœur cadette de ma mère, et son mari, l'oncle Étienne. Il y avait aussi 2 amies de ma mère rencontrées au club de bridge, Madame Lefebvre et Madame Dubois, ainsi que le docteur Girard, l'un des collègues de Camille à l'hôpital. Pendant les 2 premières heures, j'étais comme un fantôme. Je resservais les verres, débarrassais les assiettes et m'assurais que tout se passait bien. Personne ne m'a demandé de m'asseoir pour rejoindre la conversation. À un moment donné, Léa a tiré sur ma manche et m'a demandé « Tata Laure, pourquoi est-ce que tu travailles tout le temps ?» Avant que je puisse répondre, Camille a ri depuis l'autre bout de la pièce et a dit « Parce que c'est sa place, ma puce. » J'ai vu une lueur de malaise sur le visage de tante Solange, mais elle a rapidement disparu. Enfin, l'heure du dîner est arrivée. La table était dressée avec la porcelaine de Sèvres et le cristal de Baccarat. Ma mère s'est tenue en bout de table, un verre de champagne à la main. Avant de manger, je veux dire quelques mots, je veux remercier Dieu pour cette merveilleuse famille, pour mon mari fantastique, Jean-Pierre, qui est à mes côtés depuis 35 ans, pour mes petits-enfants, Léa et Théo, qui apportent tant de joie, pour mon gendre, Hugo, qui prend si bien soin de Camille, et surtout pour Camille, une chirurgienne brillante, une mère aimante et une véritable bénédiction. Camille a affiché ce sourire parfait et entraîné. Puis les yeux de ma mère m'ont trouvé. Et bien sûr, pour Laure. J'ai 2 filles. L'une est une chirurgienne de classe mondiale. L'autre, eh bien, elle fait des ménages dans des bureaux pour gagner sa vie, mais au moins elle est douée pour ça. Tout le monde a ri. Camille a ri le plus fort. Mon père, Jean-Pierre, a baissé les yeux vers son assiette. J'ai senti la pièce se refermer sur moi, les rires comme un étau autour de mon cœur. J'ai posé mon verre, placé ma serviette sur la table et je me suis levée. Les rires se sont arrêtés. Ma mère m'a regardée, confuse. Laure, quelque chose ne va pas. J'ai croisé son regard et j'ai dit, maman, je veux te remercier, merci d'avoir clarifié devant tout le monde ma place exacte dans cette famille, j'espère que tu te souviendras de ce moment, parce que je ne l'oublierai certainement pas. J'ai pris mon sac et j'ai franchi la porte d'entrée. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking d'un café voisin, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Puis mon téléphone a sonné. C'était tante Solange. Sa voix tremblait. Laure, je dois te dire quelque chose, je t'ai transféré un email par accident en septembre dernier, je voulais l'envoyer à Camille, mais j'ai cliqué sur le mauvais nom, quand tu n'as jamais répondu, j'ai pensé que tu ne l'avais peut-être pas vu ou que tu nous avais pardonné. J'ai ouvert mon application de messagerie et vérifié le dossier des courriers indésirables. Il était là, un fil de discussion qui remontait à 18 mois. Le premier message datait d'avril 2024. Ma mère avait écrit « Les filles, je m'inquiète pour Laure, avec tous ces événements familiaux à venir, je ne sais pas quoi faire d'elle,
et si quelqu'un demande ce qu'elle fait dans la vie, je ne peux pas continuer à cacher cet embarras. Camille avait répondu, d'accord, elle viendra probablement avec sa blouse de ménage, dis-lui simplement que c'est un événement privé, elle le croira. J'ai lu message après message. Ils avaient discuté de moi comme si j'étais un problème à résoudre, un inconvénient. Le dernier email, daté de 3 jours avant Noël, provenait de Camille. Ne t'inquiète pas maman, après-demain, elle connaîtra sa place, j'ai préparé un petit discours. Je suis restée assise là pendant 1 heure à relire les messages encore et encore. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ressenti un nouveau sentiment de clarté. Ils avaient organisé mon humiliation, l'avaient documenté et en avaient ri. J'ai créé un dossier nommé preuve et j'ai transféré tous les emails. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message de Madame Lefebvre, une femme d'affaires fortunée que j'avais rencontrée par l'intermédiaire d'un client. L'objet était prix de l'entrepreneur de l'année Île-de-France. Le message disait, « Chère Laure, c'est un grand honneur pour moi de t'informer que tu as été sélectionnée comme lauréate du prix de l'entrepreneur émerge de cette année, la cérémonie aura lieu le 20 décembre à l'hôtel Ritz à Paris. Il y aura 600 invités, une couverture médiatique et on attend de toi que tu fasses un discours. J'ai regardé ton entreprise, Prestige Conciergerie, passer d'une activité individuelle à un fournisseur de services de premier plan en seulement 3 ans. Tu as mérité cette reconnaissance et je ne pourrais pas être plus fière de t'avoir nominée. S'il te plaît, fais-moi savoir si tu acceptes. » J'ai appelé tante Solange ce soir-là. Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai parlé de la chaîne de mai et de ce que je prévoyais de faire. Je vais tous les inviter à la cérémonie de remise des prix, ils pensent que c'est un événement de réseautage et ils n'ont aucune idée que je suis la lauréate, ai-je dit. Tante Solange était hésitante au début, mais elle a fini par dire, « Laure, je serai là au premier rang pour t'encourager. » Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai écrit et réécrit mon discours. La première ébauche était pleine de colère. Je voulais les démasquer, leur faire ressentir la douleur qu'ils m'avaient causée. Mais j'ai ensuite réalisé que la meilleure vengeance était de leur montrer qui j'étais vraiment. Le discours final parlait d'une femme qui avait été licenciée, qui était partie de zéro et qui avait bâti une entreprise prospère. Le jour de la cérémonie est arrivé. J'ai acheté une magnifique robe noire chez les Galeries Lafayette Haussmann. C'était simple mais élégant, une affirmation de mon appartenance à ce monde. Tante Solange est venue dans mon appartement pour m'aider à me préparer. Elle m'a coiffée et maquillée et quand elle a eu fini, elle a dit, « Tu es sublime, tu es une directrice générale, Laure. » Quand je suis arrivée à l'hôtel, j'ai vu ma famille assise à la table 14. Ma mère portait une robe de créateur, mon père un costume parfaitement taillé, Camille une robe rouge éclatante et Hugo un smoking élégant. Ils riaient et sirotaient du champagne, totalement inconscients de ce qui allait se passer. Le programme a commencé à 19h. Il y a eu des discours, des prix et une présentation vidéo. J'y ai à peine prêté attention. J'étais concentrée sur la table 14. À 19h45, le présentateur, un journaliste célèbre de TF1, est monté au pupitre. « Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de présenter le moment fort du programme de ce soir, le prix de l'entrepreneur de l'année Île-de-France. La lauréate de cette année a bâti une entreprise incroyable à partir de rien. Prestige Conciergerie a été fondée il y a seulement 3 ans avec une seule employée. Aujourd'hui, elle compte 38 salariés et sert certains des clients les plus exclusifs de France. Cette année, elle a généré près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai entendu un murmure parcourir la foule. Le présentateur a continué, la fondatrice de Prestige Conciergerie a dû faire face à de nombreux obstacles. Elle a été licenciée, avait des dettes et aucun soutien. Mais elle n'a pas abandonné. Ce soir, nous célébrons son succès. Veuillez accueillir sur scène, Laure. » J'ai entendu ma mère étouffer un cri de surprise alors que j'entrais dans la lumière des projecteurs. J'ai traversé la scène, la tête haute. J'ai atteint le pupitre, ajusté le micro et commencé, « Merci pour cet honneur incroyable, je veux vous raconter l'histoire d'une femme à qui on a dit qu'elle ne deviendrait jamais rien. Il y a 4 ans, j'ai été licenciée de mon travail. J'avais 3 000 euros de dette et aucune idée de quoi faire. Alors,
j'ai commencé à nettoyer des bureaux, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je devais survivre. En chemin, j'ai découvert que j'étais douée pour bien plus que le ménage. J'étais douée pour voir ce dont les gens avaient besoin et pour leur faciliter la vie. J'ai bâti Prestige Conciergerie de mes propres mains. Il y avait des gens qui étaient censés m'aimer, qui m'ont dit que j'étais un échec, qui m'ont exclu des événements familiaux. Mais à ces gens-là, je dis merci. Vous m'avez donné la motivation de vous prouver que vous aviez tort. Ce prix n'est pas seulement pour moi. Il est pour chaque personne qui a été sous-estimée, rejetée ou qui s'est sentie invisible. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres pensent de vous. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Merci. Les applaudissements ont rempli la salle. J'ai regardé la table 14. Ma famille était là, pétrifiée. Ils ne se sont pas levés. Ils ne le pouvaient pas. Après la cérémonie, il y a eu une réception. Des chefs d'entreprise et des journalistes m'ont entouré, me demandant ma carte et voulant m'interviewer. Puis ma mère s'est approchée de moi. Son visage était marqué par des traces de mascara et ses mains tremblaient. Laure, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je l'ai regardée et j'ai dit, m'aurais-tu cru maman, aurais-tu été fière ou aurais-tu trouvé un autre moyen de me comparer à Camille? Elle n'a pas répondu. J'ai dit, je ne suis pas en colère maman, j'ai juste fini. J'ai arrêté de courir après ton approbation. Je me suis détournée et je suis partie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu plusieurs appels et messages de ma famille. Ma mère a laissé de longs messages vocaux décousus, certains s'excusant, d'autres m'accusant. Je les ai tous supprimés. Camille a envoyé un message disant « Nous devons parler », mais je l'ai archivé sans l'ouvrir. Mon père a appelé une fois. Il a dit « Laure, je suis désolé, j'aurais dû prendre ta défense. » Je lui ai dit « Il est trop tard papa, mais je sais que tu m'aimes, l'amour ne suffit pas quand on n'agit pas. » Je ne les ai pas complètement coupés de ma vie, mais j'ai cessé de faire le premier pas. Je les ai laissés venir à moi. Pour Noël cette année-là, je suis partie avec tante Solange à La Réunion. Nous avons profité du soleil, de la plage et de la compagnie de l'autre. Ma mère a envoyé un cadeau de Noël, mais je l'ai renvoyé sans l'ouvrir. En janvier, j'ai reçu un message du docteur Girard. Il a écrit « Laure, je suis désolé d'avoir ri au toast de ta mère, en te voyant sur scène, j'ai réalisé à quel point j'avais tort, si jamais tu veux discuter, je suis là. » Nous nous sommes retrouvés pour un café et il est devenu l'un de mes bons amis. Cette histoire est un rappel puissant que notre valeur ne dépend jamais du regard des autres, même s'il s'agit de notre propre famille. Laure a transformé son humiliation en une force incroyable pour bâtir son propre empire. En France, le milieu de l'entrepreneuriat peut être très compétitif, mais réussir en partant de zéro alors que ses proches nous rabaissent est la plus belle des victoires. Parfois, s'éloigner des personnes toxiques, même si elles partagent notre sang, est la seule façon de vraiment s'épanouir. La réussite est souvent le meilleur moyen de clore un chapitre douloureux sans avoir besoin de mots amers. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de confronter votre famille de cette manière lors d'une cérémonie officielle? Pensez-vous qu'une réussite éclatante soit la meilleure des vengeances face à ceux qui nous ont sous-estimés? Partagez vos expériences et vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.